Bonjour Victor Louzon. Bonjour. Le grand récit chinois passe forcément par Taïwan. Oui, c'est un des points centraux, disons, du récit historique que le Parti communiste chinois met en avant depuis, alors Taïwan, depuis son accession au pouvoir, en fait, depuis 49, hein, et en particulier depuis que le nationalisme est revenu au centre, hein, du discours historique du régime, disons, depuis une trentaine d'années, c'est certain. Et pourquoi cet acharnement à vouloir réunifier la Chine? Alors déjà, il faut dire une chose sur la position de Pékin sur la question de Taïwan, c'est qu'en fait, au fond, elle n'a jamais vraiment varié depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Et je le précise parce que on entend beaucoup de choses sur le durcissement de la position chinoise depuis que Xi Jinping est au pouvoir, qui n'est pas contestable, hein. C'est certain que le ton est plus martial, qu'auparavant. En fait, sur le fond, la position de la RPC et du Parti communiste chinois a toujours été la même, hein. C'est réunification, alors, en tout cas depuis 79, pacifiquement si possible, par la force, si nécessaire. Pourquoi? Parce que, en fait, la question de Taïwan, c'est le dernier reliquat de la guerre civile chinoise, à l'occasion de laquelle, donc qui a duré de 46 à 49, hein, après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de laquelle le Parti communiste a pris le pouvoir. Et en fait, le régime que le Parti communiste a renversé, qui était le régime du Kuomintang, qu'on appelle la République de Chine, s'est replié sur l'île de Taïwan. Tant que Taïwan n'est pas prise, euh, la prise de pouvoir du Parti communiste chinois, donc la révolution communiste, si vous voulez, ne peut pas être considérée comme achevée. Ensuite, vous avez des considérations stratégiques, économiques sur lesquelles on peut revenir, mais en termes de légitimité historique du Parti communiste chinois, le cœur du problème, il est là. Et Chiang Kai-shek emporta avec lui des trésors. Alors des trésors, d'une part de l'argent et de l'or, certains, des trésors culturels aussi, hein, qu'on peut admirer au musée au musée du Palais impérial à Taipei, aujourd'hui. Mais disons que ça fait un certain temps qu'on ne peut plus considérer Taïwan, et en tout cas que la majorité des Taïwanais ne veulent plus se considérer comme l'espèce de réceptacle, de conservatoire de la culture chinoise, qui sont soumises à l'iconoclasme communiste sur le continent, hein, puisque ce qui se passe quand même depuis au moins une trentaine d'années, même en réalité un peu plus, hein, c'est qu'on voit émerger, à la faveur de la démocratisation, un discours sur une identité nationale taïwanaise qui divergerait de l'identité chinoise. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire, Victor Louzon, que Taïwan a échappé à l'iconoclasme de la révolution culturelle, par exemple? Oui, c'est indiscutable, et d'ailleurs, c'était un élément central de la propagande du régime du Kuomintang, du régime nationaliste à Taïwan pendant la révolution culturelle, hein. Dans les années 60-70, on voit émerger à Taïwan, ou plutôt se renforcer, parce que ça existait déjà, un discours qui présente l'île non seulement comme la Chine libre, comme on disait pendant la guerre froide, donc libre, non, donc non communiste, mais aussi la Chine authentique, par opposition donc à l'iconoclasme communiste et aux destructions du patrimoine culturel qui était en cours sur le continent, avec, ça se voit dans la toponymie aujourd'hui, hein, dans le nom des rues à Taipei, toute la, disons, une sorte de réémergence d'un vocabulaire confucéen, par exemple. Qui se traduit donc par des références que le Parti communiste avait complètement effacées. Qu'il avait effacé, mais qu'il est en train de retrouver. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chassé-croisé assez intéressant, parce qu'en fait, le discours de l'authenticité culturelle chinoise, aujourd'hui, il est en fait davantage tenu par le pouvoir continental que par le pouvoir taïwanais, qui donc tente de créer une nouvelle identité. C'est l'ironie de la situation, effectivement, Victor Louzon. C'est-à-dire que le régime communiste chinois est dans une quête d'identité, de grand récit, Mm. qui donc, d'une certaine façon, rend caduque un petit peu la position de Taïwan, qui n'est plus donc dans une logique concurrentielle par rapport à ça. Oui, tout Au à fait. contraire, même qui est sur un autre registre, qui est éventuellement sur un registre économique et aussi d'opulence, d'opulence et de démocratie, puisque Taïwan, c'est un peu la Suisse quand même. Alors, d'opulence, ça aussi, c'est en train de changer, parce qu'en réalité, disons que la croissance économique, même si elle a ralenti, chinoise, est aujourd'hui plus élevée que la croissance taïwanaise. Alors, Taïwan reste plus prospère par tête, hein, c'est certain, que la Chine, mais enfin, on l'entend d'ailleurs tout à fait dans la bouche de citoyens chinois aujourd'hui, hein. Quand ils pouvaient encore se rendre à Taïwan, c'est devenu très compliqué depuis quelques années, et ils sont un peu déçus quand ils arrivent à Taipei. Alors ça dépend lesquels, mais les Shanghaïens, vous allez à Shanghai, Shanghai n'a Hmm. rien à envier sur le plan de l'opulence à donc cette Suisse que serait Taïwan. En revanche, la divergence identitaire, donc sur le plan du récit historique d'une part, et la divergence démocratique d'autre part, sont tout à fait évidentes. Mais il y a des classes moyennes à Taïwan. Il y en a, mais si la Chine nous donne une leçon, c'est que l'émergence de classe moyenne n'est pas synonyme de démocratisation. À Taïwan, ça l'a été. En Chine, ça n'a pas marché comme ça.
Et il y a des classes laborieuses parce que souvent, nous, on a perçu de Taïwan une image de pays pratiquant, en fait, avant même la Chine d'aujourd'hui, une forme de concurrence économique déloyale. Alors, le modèle économique de Taïwan, qui en effet, en fait, préfigure dans une certaine mesure celui que la Chine va déployer dans les années, surtout 90, du XXe siècle. Ce modèle-là à Taïwan, il se déploie dès les années 60-70, c'est à peu près en même temps que la Corée du Sud. C'est un modèle de croissance par l'exportation. C'est-à-dire, on s'insère dans les chaînes de valeur mondiales et on se spécialise dans des produits à l'exportation, donc des produits, la production industrielle. Et à l'époque, il y a un prolétariat industriel assez durement exploité, à Taïwan, assez qualifié, mais assez durement exploité. Ce qui n'est plus le Euh, cas aujourd'hui. et voilà. Et en fait, il y a eu une montée en gamme de l'économie taïwanaise. Alors bien sûr, il y a toujours des classes populaires comme partout, mais le modèle taïwanais économiquement ne repose plus sur cette main-d'œuvre bon marché. Taïwan aujourd'hui, quand même, le secteur central de l'économie qui est l'électronique et en particulier les semi-conducteurs dont tout le monde parle en ce moment, c'est des emplois relativement qualifiés. Victor Louzon, est-ce que les Taïwanais sont dans un rapport avec la Chine qui serait comparable, je ne sais pas moi, celui que les Suisses ou les Belges entretiennent avec la France? Si la France faisait 5 fois la taille qu'elle fait et menaçait tous les dimanches d'envahir la Suisse ou la Belgique, oui, sans doute. Voilà. C'est tout. Mais culturellement parlant, est-ce qu'il y a une distinction, une divergence? On sait que les ruptures peuvent être fortes, pas seulement les ruptures politiques, mais les ruptures culturelles qui suivent des ruptures politiques. Par exemple, entre les Coréens du Nord et les Oui. Coréens du Sud, un abîme aujourd'hui les sépare, même culturellement parlant. Alors, ce qui s'est passé à Taïwan, c'est déjà, il faut dire une chose, c'est que Taïwan a été gouverné dans un ensemble incluant le continent, donc a été unifié au continent, si on veut employer ce vocabulaire-là, très très peu à l'époque contemporaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, parce que c'était une périphérie de l'Empire chinois, Taïwan. C'était gouverné, disons, d'assez loin par l'Empire chinois depuis la fin du XVIe siècle, qui s'en est détaché à la fin du XIXe, qui est devenu une colonie japonaise, qui est brièvement repassé sous contrôle chinois après la Seconde Guerre mondiale, et qui ensuite, en 1949, est resté sous contrôle chinois, mais sous le contrôle d'un régime chinois qui ne contrôlait plus que Taïwan, qui est le fameux régime nationaliste vaincu par les communistes. Donc sur l'ensemble du XXe siècle, Taïwan s'est rattaché au continent pendant 4 ans. Donc la divergence de trajectoire historique, elle est incontestable, je veux dire, c'est un fait. Mais simplement, il y a une particularité supplémentaire de la trajectoire historique taïwanaise au XXe siècle qui distingue Taïwan de la Belgique ou de la Suisse, c'est que Taïwan a été gouverné après 1945 et surtout 1949 pendant plusieurs dizaines d'années par une dictature nationaliste chinoise qui prétendait vouloir reconquérir le continent et qui prétendait, ce qui ne s'est évidemment jamais fait, et qui prétendait incarner la Chine authentique. Et donc, toute émergence identitaire, sans même parler de nation taïwanaise, était par définition exclue par le régime, puisqu'il y avait un discours autoritaire qui se confondait avec celui du nationalisme chinois. Et donc, le ressentiment contre ce discours-là est aujourd'hui énorme. Et donc c'est pour ça que la question de la démocratisation à Taïwan et la question de la divergence identitaire d'avec le nationalisme chinois, que celui-ci soit incarné par le Kuomintang ou par le Parti communiste, sont intrinsèquement liés. J'ose une autre comparaison qui nous est familière, celle entre la France et l'Angleterre. On sait que l'Angleterre est un enfant finalement du royaume de France et qu'il y a une controverse familiale, une guerre de succession qui a amené à la guerre de 100 ans. Est-ce qu'on est un peu dans cette logique entre la logique insulaire de Taïwan et la logique continentale chinoise? Est-ce que c'est une guerre entre cousins en fait? Alors sur le temps long, il est incontestable que la majorité de la population taïwanaise aujourd'hui vient du continent chinois. Et vient du continent chinois depuis quelques siècles, pas depuis quelques millénaires. Donc ça fait une grosse différence évidemment avec les quelques Normands francisés qui ont pris le contrôle du royaume d'Angleterre au XIe siècle. Ça c'est certain, c'est pas la même trajectoire du tout. Et par ailleurs, il y a en Angleterre, si on veut filer la comparaison, une vieille tradition étatique, alors avec des légitimités monarchiques concurrentes avec la royauté française, bien sûr, mais qu'il n'y a pas à Taïwan. Et c'est une grande différence, par exemple, avec cette autre ancienne colonie japonaise qu'est la Corée, où il y avait un État, une monarchie coréenne historiquement. Taïwan, non. Taïwan s'est inventé, en quelque sorte, comme État, souverain de facto, très tardivement. C'est quelque chose qui naît au XXe siècle. Donc il n'y a pas de récit concurrentiel à Taïwan qui voudrait par exemple avaliser toute l'histoire multiséculaire de la Chine? Non, c'était la position du Kuomintang à l'époque où c'était une dictature nationaliste chinoise prétendant reconquérir le continent. C'était par définition pas un discours taïwanais, c'était un discours chinois situé à Taïwan.
qui se considérait comme provisoirement exilé à Taïwan. Bon, le provisoire a duré, comme on sait, et aujourd'hui, dans le discours historique à Taïwan, il faut tout réinventer en recentrant ça sur l'île. Et donc, paradoxalement, le nationalisme est du côté continental, en fait, aujourd'hui. Le nationalisme chinois est tout à fait du côté continental. Oui. Alors, quel est-il, ce grand récit chinois, Victor Louzon, en fait? Quelles sont les armes, les leviers, le fameux soft power, l'influence, en fait, l'influence culturelle que la Chine est en train de mettre en place aujourd'hui face au discours américain, au discours occidental plus largement, et puis aussi peut-être aussi face à d'autres discours émergents? On sait que les BRICS s'organisent, il n'y a pas que la Chine, il y a la grande rivalité avec l'Inde, notamment. Comment s'organise-t-il et sur quelle motivation? Alors, ce que j'ai appelé le grand récit chinois, en réalité, il faudrait dire les grands récits, hein, parce qu'en fait, c'est une série de récits plus ou moins convergents, vraiment plus ou moins convergents. J'ai donné ce nom à un ensemble de discours sur l'histoire, de discours politiques sur l'histoire, c'est-à-dire d'usages politiques du passé, qui émergent en Chine depuis, disons, une trentaine d'années, à peu près, mais de manière beaucoup plus prononcée récemment, et qui présentent alors, à l'attention du monde extérieur, à l'attention des Chinois, mais aussi du monde extérieur, qui présente la Chine comme le moteur, historiquement, sur le temps très long, d'une mondialisation plus vertueuse que la mondialisation occidentale. C'est ça l'idée. Ou d'une mondialisation qui soit a existé et a été plus vertueuse que celle que l'Occident a impulsée, ou alors aurait pu exister, et qu'est-ce que le monde aurait été meilleur si c'était la Chine qui avait mondialisé le monde et pas l'Occident. Donc ça, c'est le fil rouge en quelque sorte. Et après, ce fil rouge se décline en une série de thèmes qui peuvent être assez différents les uns des autres. Un Et faux ou un tox, Victor Louzon? les deux, comme d'habitude, comme tous les mythes historiques, hein, comme tous les usages politiques du passé, en particulier en contexte autoritaire, bien sûr, on prend des éléments, pour certains tout à fait réels, pour d'autres très idéalisés, et on les met en forme hein, de manière à servir un discours politique. Mais vous aviez mentionné la rivalité avec les États-Unis et les BRICS. Je pense que c'est deux points très importants. Parce que, comme je le suggérais à l'instant, ce grand récit, ce récit de la mondialisation à la chinoise, en quelque sorte, sur le temps très long, c'est un contre-récit, ou c'est une série de contre-récits. Il ne prend son sens que par contraste avec une mondialisation occidentale, et aujourd'hui, en particulier américaine, bien sûr, peinte sous ses couleurs les plus sombres. Et c'est de toute évidence, c'est un discours qui se veut un discours post-occidental. Donc c'est pour ça que la question des BRICS est importante. Hein. Ça fait partie d'une série de nouveaux récits de la mondialisation, de nouveaux récits historiques de la mondialisation, qui n'émergent pas qu'en Chine, mais bien entendu, la Chine étant la puissance qu'elle est, ça pèse particulièrement. Quels sont les arguments que fait valoir la Chine pour dire que la mondialisation chinoise aurait été plus vertueuse ou a été plus vertueuse? Alors, comme je le disais, ce récit, il est divers, il est modulaire, il a plusieurs thèmes, mais on peut prendre quelques exemples. Par exemple, sur la question des dites grandes découvertes, hein, sur le bouclage du monde par les explorations ibériques, puis européennes à l'époque moderne, le pouvoir politique chinois met aujourd'hui très régulièrement en avant, par exemple, la figure de Zhang He, hein, qui n'est pas un marin en fait, hein, mais qui est un eunuque au service de l'empereur chinois au début du XVe siècle, qui avait pris la tête de gigantesques expéditions maritimes qui sont allées jusque sur la côte orientale de l'Afrique hein, et jusque sur la péninsule arabique, et qui n'ont pas donné lieu à des conquêtes. Hein, donc on va par exemple mettre en avant le fait que la Chine a été, quand elle s'est projetée vers l'extérieur, historiquement, quand elle s'est projetée dans le monde, elle l'a fait de manière non agressive, non prédatrice, non missionnaire aussi, c'est très important, hein, sur le respect des modèles, y compris des modèles spirituels hein, étrangers. Évidemment, tout ça est fortement idéalisé, mais ça utilise des briques d'histoire réelle pour construire un monument qui est bien sûr un monument politique. Un peu comme l'Empire romain? Alors, cette comparaison, elle existe en Chine. L'Empire romain est plutôt pris en bonne part dans ce récit historique, notamment dans la thématique des routes de la soie, alors, qui est régulièrement ressorti donc à l'appui donc de ce programme d'investissement en fait hein, qu'on appelle les nouvelles routes de la soie qui a été lancé en 2013. Hein. Ça s'adosse à un récit historique qui présente la Chine et l'Empire romain comme les deux extrémités alors d'une mondialisation qui donc au début du premier millénaire de notre ère hein, surtout qui était une mondialisation à l'échelle de l'Eurasie seulement, mais qui mettait en relation comme ça ces deux empires prestigieux. Donc, l'Empire romain a plutôt bonne presse dans ce récit-là. C'est-à-dire que c'est une construction qui donc, vous avez rappelé la chose importante, non prédatrice, non agressive et non missionnaire. À l'inverse donc d'une colonisation occidentale qui est présumée agressive, donc missionnaire et prédatrice.
Alors que la Chine aujourd'hui ressemble plutôt, est plutôt associée à la prédation. Partout où elle se rend, en Afrique en particulier, elle est accusée de vouloir mettre la main sur les richesses dont elle a besoin pour nourrir une économie extrêmement gourmande. Tout à fait. Alors, Donc on est un petit peu dans le porte-à-faux là. oui, mais c'est la fonction de ce genre de récit, par définition. C'est-à-dire que il est certain que le pouvoir chinois va d'autant plus mettre en avant son passé non prédateur, par exemple en Afrique, avec les fameux voyages de Zheng He, donc, qui avait accosté aux côtes orientales de l'Afrique, pour, disons, en quelque sorte, présenter sa présence économique en Afrique sous le jour le plus bénin possible, dans un contexte où certaines composantes de certaines opinions africaines, il faudrait vraiment nuancer, hein, parce que la Chine n'est pas exclusivement perçue comme prédatrice du tout, mais contestent certaines politiques économiques chinoises en Afrique, hein, bien entendu. Alors sur la question missionnaire, c'est-à-dire sur la question en fait du laisser-vivre idéologique que la Chine aurait pratiqué Oui. historiquement. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la question se pose évidemment plus de manière religieuse du point de vue du pouvoir chinois, mais d'un point de vue politique. Et il faut voir qu'aujourd'hui encore, en Chine, enfin aujourd'hui de nouveau, le terme de valeurs universelles, par exemple, est pris en mauvaise part. Le terme de valeurs universelles est considéré comme le faux-nez de l'entrisme idéologique occidental, hein. Donc cet élément non missionnaire, il est très très fortement mis en avant. Pékin n'est pas la capitale du monde, ça reste la capitale de la Chine. On pourrait dire que New York est la capitale du monde. Qu'est-ce qui distingue ces deux empires de ce point de vue? Alors, énormément de choses, et on peut dire en quelque sorte que ce grand récit chinois, ou ces grands récits chinois, sont vraiment construits dans un jeu de miroir, avant tout quand même avec ce qu'on peut appeler l'Empire américain. Et il y a un jeu de ressemblance et de différence, puisque c'est le modèle et le contre-modèle à la fois, l'exceptionnalisme américain. En quelque sorte, on a un exceptionnalisme chinois qui se construit quand même en miroir par rapport à l'exceptionnalisme américain. D'abord, l'exceptionnalisme chinois puise dans une histoire très longue et très délibérément, en contrastant l'histoire très courte de ce pays récent et agressif que sont les États-Unis, enfin dans le récit chinois, et l'histoire longue et pacifique, hein, de la Chine. Ça, c'est un point. Deuxièmement, la prétention à universaliser son modèle. Et ça, c'est très clair dans le grand récit chinois actuel. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on met énormément l'accent sur le fait que, contrairement aux Américains, nous n'essayons pas d'exporter notre modèle, qu'il soit religieux, politique, de style de vie, etc. À la rigueur, il peut y avoir des leçons du développement chinois pour le monde, en particulier pour les pays en développement, des leçons à tirer. Ça peut donner une inspiration à ces pays, mais pas de modèle à exporter. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces deux points qui sont essentiels. Mais est-ce qu'on peut imaginer la puissance sans l'exportation du modèle? Alors ça, c'est la grande question. Et d'ailleurs, cette insistance croissante du régime chinois sur la production de récits historiques légitimant le rôle que la Chine est appelée à jouer dans le monde aujourd'hui s'enracine dans une frustration, hein, qui commence à se faire jour dès les années 2000, puis ensuite plus fortement encore dans les années 2010. Il y a le sentiment qu'il y a un problème avec le soft power chinois, que le soft power chinois est insuffisant, hein, et que cette insuffisance du soft power chinois, il est lié, alors non pas à quelque chose qui serait déplaisant dans le régime, dans le système chinois, ça évidemment, c'est pas dissible, c'est même pas pensable d'ailleurs dans un certain nombre de cercles du pouvoir en Chine, mais à une lutte idéologique avec l'Occident qui serait en train d'être perdue. Mais en effet, C'est-à-dire il y d'être a perdu. Perdu par les Chinois. perdu par les Chinois. Alors ça, c'est vraiment un discours qu'on entend tout le temps, encore aujourd'hui, hein, l'idée qu'on ne se bat pas à armes égales avec les Occidentaux, qui maîtrisent les médias mondiaux et qui donc présentent leur modèle comme supérieur, etc. Mais en effet, il y a une tension qui est celle que vous disiez à l'instant, qui est que le pouvoir chinois est pris dans une forme de contradiction ou de tension, puisque sa marque de fabrique, c'est la non-ingérence idéologique, hein, dans les affaires intérieures des régimes autoritaires, par exemple, hein. C'est très très important, ils le mettent toujours en avant. Et en même temps, pour avoir du soft power en quelque sorte, il faut bien à un moment ou à un autre se présenter comme modèle. Et donc c'est vrai que du point de vue du discours diplomatique, mais aussi des usages politiques de l'histoire que j'analyse dans ce livre, il y a un zigzag permanent entre ces deux polarités. Et je pense qu'en fait, le succès, enfin la clé de l'efficacité du récit historique chinois quand il est efficace, et il est parfois efficace, est toujours négative, c'est toujours par contraste. C'est contrairement aux Américains ou contrairement aux Européens, nous ne vous imposons pas, etc., etc. Et nous ne vous avons jamais imposé telle ou telle chose. Mais Victor Louzon, sans imposer, on peut imaginer, parce que c'est comme ça que fonctionne l'Amérique. L'Amérique fonctionne sur le rêve et sur le désir.
C'est le désir d'Amérique qui fait la puissance de l'Amérique. Il n'y a pas aujourd'hui de désir de vivre en Chine. À ma connaissance, peu de gens ont le désir de vivre en Chine et peu de gens rêvent en chinois. Donc, qu'est-ce que met en avant la Chine pour se faire désirer en fait d'un public occidental ou d'un public mondial tout simplement? Au début de l'ère Xi Jinping, donc vers 2012-2013, le pouvoir avait mis en avant, il teste des formules, hein, d'ailleurs essentiellement à destination du public chinois. Ils avaient mis en avant l'idée de rêve chinois, qui était calquée évidemment sur la notion de rêve américain. C'est une notion qui n'a pas trop pris. Les Chinois s'en moquaient un petit peu, enfin, il y avait des blagues désobligeantes dans la population. Mais c'était le jeu des contrastes avec la notion de rêve américain est très intéressant parce que le rêve chinois, ça ne peut être que le rêve des Chinois. Pourquoi? Parce que comme vous le disiez, non seulement relativement peu de gens ont envie d'aller vivre en Chine, mais il y a pas de dispositif juridique ou politique pour attirer une population étrangère. La Chine est un pays fermé à l'immigration, où le droit du sang prévaut. Et par ailleurs, il n'y a pas de tentative d'exporter le modèle chinois qui est extrêmement particulier, parce qu'en fait, c'est un régime communiste dégradé ou un régime communiste transformé. Ce n'est pas possible de reproduire ce genre d'expérience, sauf peut-être en Corée du Nord ou au Vietnam. Donc, ce rêve chinois, il ne peut être que le rêve des Chinois, puisqu'il n'est généralisable ni par exportation, ni par immigration. Donc en effet, là, il y a une différence fondamentale. Il est confiné dans des limites intellectuelles, culturelles, Il est confiné, inévitables. alors culturel ou en tout cas géographique, politique, juridique, dans des frontières, tout simplement. Est-ce qu'il y a un acteur, c'est ma dernière question, Victor Louzon, est-ce qu'il y a un acteur de cinéma, est-ce qu'il y a une figure chinoise que les Occidentaux, que les Français peuvent spontanément citer? Victor Louzon. Alors les spécialistes sans doute, mais c'est vrai que ça a été un peu vrai dans les années 80, 90, 2000, hein, quand le cinéma chinois s'exportait. On peut penser à Zhang Ziyi, par exemple, qui avait été donc, la fameuse actrice, notamment de Tigre et Dragon, qui avait été très célèbre en Occident, mais beaucoup moins aujourd'hui parce que les espaces médiatiques sont en train de devenir souverains, comme on dit, hein, c'est-à-dire se referment les uns sur les autres. Mais par exemple, la culture manga a énormément pris en Occident. On n'a pas d'équivalent venant de la Chine. Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est incontestable. Alors ça, moi, je le vois avec mes étudiants, un petit peu de fiction sur internet qui circule, qui se fait parfois, traduire. Mais c'est vrai que sur ce point, le soft power japonais, sud-coréen et même taïwanais est encore beaucoup plus, puissant que le soft power chinois. Merci beaucoup. Victor Louzon, Le Grand Récit chinois, l'invention d'un destin mondial aux éditions Talendier. Vous êtes historien et vous enseignez à la Sorbonne. Merci Victor Louzon. Merci à vous.